Tu as un RAG qui marche plutôt bien. Ton retrieval ramène les bons documents, mais les réponses, parfois c'est bon, parfois c'est n'importe quoi. Le problème, c'est pas ton embedding, c'est pas ton chunking, c'est ton prompt. La plupart des builders et des devs passent 80% de leur temps sur le retrieval. Et 5 minutes à écrire un prompt du genre « Voici le contexte, réponds à la question ». Résultat, le modèle hallucine, invente des trucs et ignore tes documents. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 techniques de prompt engineering spécifiques au RAG. À la fin de cette vidéo, tu auras un template complet que tu peux copier-coller et adapter à ton cas. Je suis Jonas Roman, 8 ans de projet tech et IA, plus de 50 projets en production et 93% de taux d'adoption. Et je peux te dire que le prompt, c'est ce qui fait souvent la différence entre un POC qui impressionne et un système qui tient en production. Première chose à comprendre, pourquoi le prompt est si important en RAG. Alors le RAG, pour rappel, c'est ce qui permet en fait à l'IA de ne travailler exclusivement que sur votre donnée. Et donc si jamais ces termes-là sont déjà trop compliqués, n'hésitez pas à parcourir d'autres de mes vidéos où je prends les concepts à la base. Vous retrouverez le lien en description. Donc en RAG, on a 3 composants. Donc le retrieval, ce qui nous permet de récupérer les bons morceaux d'informations dans nos bases de connaissances. On a l'augmentation, c'est-à-dire la façon dont on va organiser le contexte pour le présenter au LLM, qui va se situer, on va dire, ici, dans la génération, pour qu'il puisse nous produire la réponse attendue. Et la réalité, c'est que la plupart des gens font une obsession à l'endroit du retrieval. Embedding, re-ranking, hybrid search, tout autant de paramètres à venir fine-tuner. Mais ils négligent l'augmentation. Comment tu présentes ces informations au LLM pour qu'il te produise une réponse de qualité? Alors la réalité, c'est que nous, on est habitué quand on parle de RAG à ces 3 composants, inquiry time, donc au moment de la question utilisateur, et néglige la partie qui, à mon sens, pour moi, est le plus important, tout ce qui se passe pendant l'ingestion des documents et l'ingestion de cette donnée. Donc partir de cette donnée pour ensuite l'extraire. Une fois qu'elle est extraite, on va la nettoyer. Ensuite, on va la transformer pour qu'elle soit dans un format beaucoup plus digeste pour un LLM. Ensuite, on va la découper. Ensuite, on va l'enrichir. Et ensuite, on va la vectoriser. Donc là, on va faire le fameux embedding. Le problème, c'est que 2 systèmes avec les mêmes retrieval, avec les mêmes documents et avec les mêmes modèles peuvent produire des réponses qui sont complètement différentes. Et ça, c'est juste à cause du prompt. Alors pourquoi? Parce que le prompt, c'est ce qui va définir le rôle du modèle. Le prompt définit aussi les limites, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Le prompt définit comment il doit traiter ce contexte. Et le prompt définit le format de sortie, la façon dont la réponse va être présentée à l'utilisateur. Un bon retrieval sans bon prompt, le modèle a les bonnes infos mais il ne sait pas quoi en faire. Un bon prompt avec mauvais retrieval, le modèle fait de son mieux avec rien. Et un bon prompt plus un bon retrieval, on a un système fiable. Donc le prompt, c'est un peu comme le mode d'emploi que tu donnes au LLM pour qu'il sache exactement quoi faire avec ta data, avec tes documents, avec ton contexte. Sans mode d'emploi clair, même le meilleur ouvrier fait n'importe quoi. Alors maintenant, voyons la structure de base d'un prompt RAG efficace. Alors vous êtes beaucoup à me demander récemment si je peux construire un RAG de A à Z sur la chaîne et si possible en multimodal. Donc je vous propose qu'on le construise ensemble, un RAG donc multimodal no-code qui peut aller en production de A jusqu'à Z. Alors si vous débutez en RAG, ce ne sera pas un problème, on va tout revoir depuis le début, les étapes qu'on utilise à l'Agencia avec nos propres clients et vous montrer en fait comment vous allez pouvoir construire votre premier RAG, comment l'adapter à votre cas d'usage et maîtriser les étapes clés pour faire un RAG performant. Donc n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour le workshop RAG, on va lancer les inscriptions très prochainement. Alors, on va parler maintenant donc, du point numéro 1, c'est de structurer son prompt en blocs séparés. La majorité des prompts RAG ressemblent à ça. Voici les documents, là on injecte les chunks, répond à cette question, on injecte la question utilisateur. Ça pour le coup c'est trop vague et le modèle ne va pas savoir ce qu'on attend de lui. Donc déjà en niveau 1, en niveau vraiment basique, la première chose c'est de structurer son prompt en 4 blocs. Le premier c'est le bloc système. Donc quel est le rôle du modèle, quelle est son expertise, quelles sont ses contraintes globales. C'est si vous voulez la personnalité et les règles de base qu'on va donner à notre modèle. Exemple, tu as un assistant expert en droit du travail français, tu réponds uniquement en te basant sur les documents fournis. Donc le bloc numéro 2, ici les instructions. On va retrouver les règles spécifiques pour cette tâche, le format de sortie attendu, le comportement si des infos sont manquantes, et enfin les citations, le niveau de détail. Ensuite, on va arriver au bloc numéro 3 qui est le contexte. Là, on va retrouver les chunks récupérés par ton retrieval, qui pourraient être bien délimités avec des balises claires, avec de la métadonnée si c'est pertinent. Et enfin, la question utilisateur propre et surtout, en dernier,
Là, l'ordre ici est très important. Alors pourquoi les séparer? Bon, ben déjà, pour la clarté du modèle, ça fait moins d'ambiguïté. C'est plus maintenable pour nous, et je vais vous montrer ça juste après. Donc en fait, on peut faire des tests sur chaque bloc sans venir perturber les autres. Et enfin, ça nous permet de mieux les tester, puisqu'on va pouvoir en fait isoler les changements dans les parties de notre prompt. Alors pour ça, je vais vous montrer un premier exemple. Un outil qui permet de super bien scorer ce genre de choses, c'est Prometheus. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous la mets en lien. Ici, on va retrouver notre partie système, notre partie instruction. Ici, on va retrouver notre partie contexte, document, donc ce qu'on va injecter de notre retrieval. Et enfin, on va retrouver la question utilisateur. Donc, admettons, vous êtes dans une phase de construction de RAG et vous voulez commencer à le paramétrer, à le tester. Je vous mettrai d'ailleurs tous les prompts templates dans la communauté School, dans la rubrique ressources. Donc, n'hésitez pas à aller les récupérer. Alors, ce qu'on ferait par exemple, donc on irait dans votre outil dans lequel vous faites le retrieval. Donc ici, par exemple, Vector Shift. On va lui dire mon moteur fait de la fumée bleue. Donc là, c'est important de pouvoir venir regarder ce qui sort de votre knowledge base. Donc aujourd'hui, on peut récupérer quand même pas mal de traces, ce qu'on appelle des data trails. Là, ici, on voit la façon dont est passée la requête en base de connaissances. Et ici, on voit nos réponses. Et donc, ce qu'il faut faire ici, c'est copier ça. Voilà, copier ce qui sort de votre base de connaissances. Revenir dans Prometheus. Et là, vous allez créer un dataset. Donc le dataset, on va l'appeler test. Et donc ici, vous venez copier-coller votre data. Donc là, ici, on voit bien qu'on a nos différents chunks, donc avec nos délimiteurs. Donc on retrouve bien la métadonnée et le corps du chunk à l'intérieur. On peut déjà venir vérifier si on avait les bons chunks, si on avait les éléments qu'il nous aurait fallu pour pouvoir répondre à cette question. Et revenir à ce niveau-là, et à la place du contexte ici. Et là, on viendrait faire passer la data. Ici, donc le dataset test, et donc le contexte serait injecté, et on pourrait venir générer une réponse. Donc là, on n'aura pas de réponse puisque le prompt n'est pas paramétré, mais ça va permettre en fait de venir réaliser des tests et des variations sur le prompt pour savoir en fait qu'est-ce qui vous permet ou pas d'améliorer les performances. Par exemple, celui-là ici, si on voulait modifier les instructions, on pourrait le dupliquer. Donc ici, on aurait une copie, et je pourrais venir ici, par exemple, modifier juste la partie longueur et dire par exemple je veux la réponse en 3 phrases par exemple. Donc ça permet de venir tester juste cette petite variation là et ça permet en fait de pouvoir venir scorer et regarder et noter les différences. Donc voilà comment dans un vrai projet en production on vient tester les variations sur ces prompts. Comme ça nous permet de les créer dans des dossiers et de pouvoir les stocker, les garder, les modifier et les maintenir surtout. Et selon les problèmes et les symptômes qu'on a en production, on sait qu'on a juste certaines parties du prompt à venir modifier ou à venir affiner pour obtenir les bonnes réponses. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a une autre technique très importante, c'est ce qu'on appelle le grounding. Donc comment on va réussir à ancrer le LLM dans le contexte et seulement le contexte. Donc pour ça, si je retourne dans mon template, là on a la partie grounding qui est injectée dans nos instructions. Donc réponds uniquement en te basant sur les documents fournis, n'utilise jamais tes connaissances générales, cite les sources, etc. etc. Donc ça, c'est une première façon d'appuyer pour faire en sorte d'ancrer le modèle sur notre donnée. Il y a une deuxième façon, c'est l'utilisation d'exemples. Donc on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, point numéro 3, quand on fait du RAG, il y a 2 ennemis principaux à combattre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le context rot, et le deuxième, c'est le concept de lost in the middle. Donc là, l'idée quand on parle d'augmentation et de bien positionner son contexte, c'est là où on a beaucoup de choses à faire. Le RAG, pour rappel, c'est avant tout du context engineering, donc de l'ingénierie de contexte. Et pour ça, on a 2 éléments clés avec lesquels on doit jouer, c'est notre fenêtre de contexte, donc la taille totale de ce que le LLM est capable de voir pendant la question d'un utilisateur, et on a ce qu'on va appeler le budget de calcul associé. En fait, ce qu'on sait, c'est que par exemple, sur une fenêtre, même si on a 1 million de tokens et que c'est la guerre marketing des modèles qui auront les plus grosses fenêtres de contexte, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un pourcentage de cette fenêtre qu'on peut considérer comme utile et le reste dans lequel on va perdre de la performance. Principalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on augmente le nombre de tokens et plus on remplit cette fenêtre, plus les performances du modèle vont ressembler à ça. Ça va être très bon au début, puis ça va complètement s'effondrer. Ça va oublier plein d'informations, ça va commencer à produire beaucoup d'hallucinations. Les équipes de ChromaDB donc, ont fait des études qui montrent qu'en fait, une fenêtre utile dans une fenêtre de contexte pour à peu près tous les modèles se situe environ autour des 30% de la taille totale de la fenêtre de contexte. Donc nous, notre objectif, si on veut garder toutes les performances au maximum de nos LLM, il faut s'assurer qu'à chaque inférence, on reste dans cette zone qui est un peu le sweet spot, quoi.
Alors il n'y a pas que la taille de la fenêtre de contexte qui a un impact, puisqu'en fait, si on ne demandait aucune tâche et qu'on demande juste au LLM de prendre connaissance de l'information, il pourrait en effet prendre 1 million de contextes. Mais en général, nous, on demande au LLM de réaliser des tâches pour produire une réponse. Par exemple, structurer un format de sortie, d'analyser certains critères. Ça peut être toutes les tâches qu'on lui donne dans nos instructions. Ça va en fait consommer un peu plus à chaque fois de notre budget de calcul. Et c'est pour ça qu'on peut arriver avec une fenêtre de contexte qui n'est pas remplie, mais un modèle qui n'a pas toutes les informations et qui crée des hallucinations. Donc nous, on a besoin d'optimiser ça. Et quand le modèle s'effondre complètement parce qu'on a rajouté beaucoup de contexte et qu'il en perd une bonne partie, c'est ce qu'on appelle la pourriture de contexte, le context rot, c'est-à-dire en fait toute cette donnée qui n'est plus visible et plus utilisable. Notamment à cause de ça, on a un autre concept qui s'appelle le lost in the middle. Quand il y a beaucoup de contexte à prendre en compte, on se rend compte que les modèles ont tendance à prendre ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à la fin et d'oublier un petit peu ce qu'il y a au milieu. C'est aussi pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des re-rankers. C'est que quand on va récupérer plusieurs chunks, donc plusieurs morceaux de contexte de notre base de connaissances, on va faire passer un petit LLM léger, donc un SLM, qui est spécialisé pour réorganiser les informations du plus pertinent vers le moins pertinent. Puisque comme ça va nous permettre de faire en sorte que le modèle, ce qu'il voit en premier, c'est les informations les plus pertinentes. Donc pour ça, il y a 3 solutions simples. Donc déjà, c'est ce qu'on veut réorganiser ce contexte du plus pertinent au moins pertinent. On veut limiter le nombre de chunks. Il vaudra toujours mieux 3 à 5 chunks de haute qualité que 10 moyens. Toujours pareil, pour éviter de saturer la fenêtre de contexte utile de notre LLM. Et enfin, donner les instructions premiers pour qu'elles soient mieux utilisées et mieux prises en compte. On arrive donc à une autre technique de base très basique qui est le format de sortie qui doit être très explicite. Donc le format de sortie, c'est assez simple. Si on ne lui en donne pas, le LLM va faire un petit peu ce qu'il veut. Donc de temps en temps, vous aurez une réponse qui correspond exactement à ce que vous attendez et d'autres fois, ce ne sera pas du tout le cas. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que ce soit répétable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui pose des questions, il réponde de la même manière. Et pour ça, on va devoir structurer un format de sortie. On va spécifier au LLM dans notre prompt la longueur de la réponse, la structure de la réponse, le ton, la façon dont on veut qu'il s'exprime, et enfin, comment on veut citer les sources ou l'information qu'on a eue en contexte, ne serait-ce que pour pouvoir les vérifier, mais aussi pour donner confiance à l'utilisateur qu'on n'est pas face à une hallucination, mais bien à une information réelle. Et enfin, on arrive au 5e point de la partie basique, c'est que un prompt en soi, il est jamais fini. Il va évoluer avec l'évolution du cas d'usage lui-même, des retours utilisateurs, des données, des modèles qui se mettent à jour. Et pour ça, il va nous falloir des outils qui nous permettent d'évaluer en fait ces réponses et ces systèmes. Et pour ça, on va retrouver notre Golden Dataset. Donc ça, c'est un échantillon de 20 à 50 questions-réponses qui sont représentatives de votre cas d'usage. Donc facile, moyennement facile, difficile, pour laquelle, pour une question utilisateur, on va avoir la réponse type. Et là, si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mets en carte la vidéo sur le Golden Dataset, comment le créer, pourquoi c'est important et toutes les étapes auxquelles on l'utilise. Nous, ce qu'on veut voir ici, c'est est-ce que le modèle répond sans source, il invente des sources ou il invente des réponses. Quand il dit qu'il ne sait pas ou qu'il n'a pas la réponse, est-ce qu'il devrait l'avoir, est-ce qu'il l'a mais qu'il n'a pas pu la prendre en contexte, ou est-ce qu'il ne l'a bien pas? Et enfin, est-ce que les sources ou les citations qu'il donne, elles sont correctes? Si par exemple on avait les bons chunks mais qu'on voit qu'on n'a pas la réponse attendue, on va venir changer un élément dans notre prompt, on va regarder la réponse et si ça la résout, et on en crée une version. Et on itère toujours sur un seul élément à la fois, sinon vous ne saurez pas qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, et vous en faites des versions comme si c'était du code. Et là, ça vous permettra de venir itérer et de venir optimiser vos prompts jusqu'à obtenir les meilleures performances. Ok, donc si tu appliques déjà les 5 premiers principes qu'on a vus juste avant, tu auras un RAG qui tient la route. Mais si tu veux passer en production avec de vrais utilisateurs, des cas particuliers, des enjeux de fiabilité, il te faut muscler ton jeu et passer au niveau d'après. Donc les pratiques qu'on va voir maintenant sont beaucoup plus adaptées pour de vrais projets. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon prompt RAG, il est vivant, il évolue avec le use case, avec les documents, avec les modèles. Alors ça fait partie des choses qu'on utilise sur nos projets clients. C'est un peu plus complexe, mais c'est ce qui fait la différence entre un POC et un système fiable. La première chose, c'est de définir son périmètre fonctionnel. Donc en production, les utilisateurs ils vont poser des questions qu'on n'avait pas prévues. Et si tu ne définis pas toi qu'est-ce que le système fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas, le modèle il va essayer de répondre à tout et il va se planter. Donc là principalement, on va structurer en 2 parties. Donc ce qui est dans le scope, on va lui dire voilà les types de questions auxquelles on répond. Donc type de question 1, les types de questions numéro 2 auxquelles on répond, etc. Et ici sur ce qu'on ne répond pas, on va lui dire question hors périmètre 1, 2, 3, etc. Et ça permet en fait déjà d'être beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le système. Donc un exemple sur un assistant de qualité,
Dans le scope, ce serait des questions sur les règles de qualité, les vérifications de conformité, les citations des articles applicables, mais ce qui serait hors périmètre, ce serait de procéder à des calculs automatiques, je sais pas, de surface, de distance, de délai, d'avoir des conseils juridiques ou autres personnalisés, de répondre à des demandes de problèmes machines alors que c'est pas couvert, et de pouvoir indiquer quel comportement à suivre si on est hors périmètre. Là, par exemple, cette demande dépasse mon périmètre, je peux uniquement rechercher et citer les règles présentes dans les documents. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre de réduire les hallucinations sur les sujets qui sont non couverts. Ça va permettre aussi de mieux gérer les attentes utilisateurs et de leur faire comprendre qu'est-ce que l'assistant peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire. Et ça va surtout éviter les réponses qui sont bullshit mais qui sont données avec aplomb et confiance et qu'on pourrait prendre pour des vraies informations. Alors principe numéro 7 ou le numéro 2 de la partie avancée, c'est les stratégies de citation avec algorithme. Donc en niveau 1, comme on voyait au-dessus, on va juste lui dire cite tes sources. Mais en production, ça va pas suffire parce qu'on veut que ce soit exhaustif, donc toutes les citations pertinentes soient là et ne soient pas oubliées, que ce soit traçable, qu'on sache exactement d'où l'information vient, et surtout qu'on n'ait pas 10 fois cette même information dans notre réponse. Donc pour ça, en fait, on va appliquer un principe en 4 étapes. Déjà, on va lui demander de scanner tous les chunks intégralement et de sélectionner tous les passages applicables à la question. Ensuite, ce qu'on va lui demander, c'est que s'il y a plusieurs passages qui sont pertinents dans des chunks différents, on va lui demander de regrouper les informations qui sont pertinentes dans une seule source, donc une seule page. Donc pour la partie de la citation, quand c'est des cas où on a besoin de citation, on va lui demander le verbatim exact. Et enfin, on va lui demander de n'écarter aucune information qui est pertinente pour la réponse, c'est assez évident. Et donc on verra après dans le template, mais un format de citation structuré, on pourrait avoir pour chaque citation d'indiquer la source, donc le nom du document, le numéro de la page, l'article et la référence si elle est applicable, et ensuite une partie du texte exact. Alors pourquoi c'est critique? Parce que ça va nous permettre de mettre en place une traçabilité et de donner l'opportunité à l'utilisateur de pouvoir vérifier cette information. Donc pour rappel, j'en parlais dans la dernière vidéo, les entreprises, elles veulent un système de connaissances fiable, donc qui est traçable. Sinon, on n'a pas un système d'IA, on a un générateur de risques. Et ça va nous permettre en fait de venir apporter ce niveau de confiance. Règle suivante, les règles de décision et logique d'agrégation. Donc en production, souvent l'utilisateur il attend une conclusion ou un verdict à la réponse du LLM. Et des fois, on va avoir besoin que le modèle statue des choses sur la réponse. Et comment on veut que le modèle sache comment statuer quelque chose si nous, on ne lui a pas explicitement donné les règles. Donc par exemple, des fois, on peut avoir de l'analyse de critères. Et pour ça, il va falloir lui donner cette logique d'agrégation avec des règles de décision. Par exemple, ça pourrait être si au moins un critère est explicitement bloquant, ce sera défavorable. Sinon, si quelques points mineurs restent à vérifier, la conclusion, c'est que c'est plutôt favorable, etc., etc. Donc ça, c'est très dépendant du cas d'usage. Vous pouvez avoir des critères complètement différents. Mais pourquoi c'est puissant de rajouter ça dans son prompt? C'est que le modèle, il va pas deviner quelle est la conclusion de la réponse. On contrôle la logique métier et on a des résultats qui sont beaucoup plus cohérents d'une requête à l'autre, donc qui sont plus répétables. Cette logique, bien évidemment, elle doit s'adapter aux règles, à ton cas d'usage et à ton domaine, quoi. Enfin, point numéro 4, comment on gère l'incertitude et comment on met un cran au-dessus contre les hallucinations. Donc, en niveau 1, quand il n'a pas la réponse ou quand on n'est pas sûr, le modèle, on va lui dire de dire qu'il ne sait pas. En production, on veut une gestion un petit peu plus granulaire de ces hallucinations, ou en tout cas du manque d'informations. Et pour ça, on va lui donner un protocole. Par exemple, ce serait si l'information n'est pas présente dans les documents, écrit explicitement l'information n'est pas trouvée. Et donc là, ce qu'on veut pas, c'est qu'il hallucine sur des choses qui soient très critiques. Donc on va renforcer l'endroit où il faut qu'il n'y ait pas d'hallucination. Donc là, par exemple, tu n'inventes jamais un article, une page, une règle, si ça n'apparaît pas explicitement dans le contexte fourni. Ensuite, il faut dans sa conclusion, qu'elle soit ajustée en fonction de l'importance du manque de l'information. Là, en fait, on va lui donner des règles de comportement en fonction de la qualité et de la complétude des informations qu'il aura récupérées. Ça, c'est un point extrêmement critique parce que les hallucinations qui sont partielles, c'est clairement les plus dangereuses. Ce qui est presque vrai est bien pire que de dire qu'on ne sait pas. Vaut mieux que le modèle sache très rapidement dire je ne sais pas, plutôt que donner des informations qui soient fausses. En prod, une mauvaise information, elle peut avoir des conséquences très importantes. Donc, la règle d'or qu'il faut donner au LLM, c'est si c'est pas dans le contexte, c'est pas dans ta réponse. Enfin, un des éléments peut-être les plus puissants sur le prompt pour le RAG, c'est d'utiliser les few shot examples. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des exemples de questions utilisateurs et le contexte qui sera fourni et la réponse exacte, complète qu'on attend. Et là, dans ces cas-là, dans les exemples, il y a plusieurs cas à couvrir. On va pas juste lui donner 3 exemples comme ça au hasard. On va lui donner le cas nominal. Donc tout va bien, on a la bonne info, la question elle est dans le scope, on a une réponse complète. On va lui donner un cas où on a une info manquante.
donc pour voir s'il répond bien aux instructions qu'on lui a données. Et on va lui donner un cas mixte où on a des points qui sont OK et d'autres qui sont pas OK pour voir si on a une gestion graduée comme vu avant, par exemple de dire donner une partie de la réponse et pour le reste dire voilà, ces points-là sont à vérifier car l'information n'est pas présente. En niveau 1, on va mettre 2-3 exemples plutôt courts, mais en production, on a besoin d'exemples complets qui montrent le raisonnement attendu, le format de sortie exact, la gestion des cas difficiles et le niveau de détail qu'on veut dans les citations des sources. Donc se pose la question de combien d'exemples. Au minimum, pour moi, c'est 2 exemples jusqu'à maximum 5 exemples. Au-delà, on va saturer inutilement la fenêtre de contexte. Si on couvre les 3 cas que je donne en exemple, c'est déjà très bien. Par contre, attention, ça consomme pas mal de tokens, mais ça va nous permettre de pré-gérer les cas particuliers pour qu'ils sachent comment se comporter sur des cas entre guillemets un petit peu plus difficiles. Alors, on va regarder maintenant à quoi ressemblent ces prompts-là. Donc ici, on a le template que je vous mettrai pareil dans les bonus sur la partie communauté. Donc ici, on a la partie système qui est déjà un peu plus élaborée, donc le rôle précis pour tel type d'utilisateur, l'objectif de cet assistant. Ensuite, on va avoir le périmètre fonctionnel, qu'est-ce qui est dans le scope, qu'est-ce qui n'est pas dans le scope, quoi faire quand ce n'est pas dans le scope. Ensuite, on va avoir les instructions de grounding, donc pour ancrer le LLM dans le contexte qu'on lui donne. On pourrait également aussi, à cet endroit-là, lui donner des instructions métiers un peu plus précises. Ensuite, comment on veut qu'il agisse avec la citation des sources. S'il y a des décisions de logique métier ou des conclusions à apporter, dans ces cas-là, c'est dans ce bloc-là qu'on va lui mettre. Comment il gère l'incertitude, le style et le ton. On peut se dire que là, il manque un bloc, c'est-à-dire le format de sortie. Dans pas mal de cas, simplement avec des exemples, ça va déjà bien guider sur le format de sortie attendu. Par contre, quand c'est pas suffisant, il faut rajouter un bloc au-dessus du style et du ton pour lui expliquer exactement le format de sortie, la structure de la réponse qu'on souhaite qu'il remplisse. Donc ici, on va lui donner les exemples. Ensuite, on va faire passer le contexte, donc nos chunks. Et enfin, on va retrouver la question utilisateur. Donc là, on aboutit à la fin à quelque chose qui est déjà beaucoup plus robuste en termes de squelette de prompt pour le RAG pour aller en production. Bien évidemment, tout ça est à adapter en fonction de vos cas d'usage. Là, on a des principes qu'on retrouve souvent, mais bien évidemment, il y en a d'autres. On peut les cumuler, on peut les mélanger, on peut les faire changer. En tout cas, en appliquant ces principes-là, vous aurez en fait des comportements beaucoup plus robustes. Donc si on récapitule rapidement, sur le niveau 1, au niveau des bases, on a vu la structure du prompt en bloc. On a vu les stratégies de grounding, donc d'ancrage dans le contexte. On a vu les 2 ennemis principaux quand on fait du RAG, le context rot et le lost in the middle. C'est peut-être les 2 choses les plus importantes en termes de choses à éviter quand on fait du RAG et à avoir en tête. On a vu l'importance de donner un format de sortie qui soit explicite et l'importance d'itérer à partir d'un golden dataset. Quelques principes pour la production qu'on a vu également, donc inclure le périmètre fonctionnel, qu'est-ce qu'on couvre, qu'est-ce qu'on ne couvre pas. Une technique de citation avec algorithme, comment on apporte les règles de décision et les logiques d'agrégation directement dans le modèle, comment on introduit les règles de décision et les logiques métiers dans notre prompt, la gestion graduée de l'incertitude, et enfin un principe très puissant qui est l'utilisation des exemples. Voilà les 2 niveaux du prompt engineering pour le RAG. Si tu débutes, commence avec le niveau 1, tu feras déjà mieux que 80% de ce qui se fait. Si tu vas en production avec de vrais utilisateurs, des cas particuliers ou des enjeux de fiabilité, monte au niveau 2. C'est ce qui fait la différence entre un POC qui impressionne et un système qui tient. Maintenant, le prompt, c'est une chose. Si ton retrieval est mauvais, si tu ramènes pas la bonne information, que ton chunking est mal calibré, le meilleur prompt du monde ne suffira pas. Regarde cette vidéo, je te montre 10 stratégies que j'utilise en production et qui sont éprouvées. On se retrouve là-bas.